Merci de participer à cette nouvelle webconférence d'ophtalmologie. C'est une webconférence qui a de plus en plus de succès et vraiment merci, vous êtes 1000 inscrits aujourd'hui déjà plus de à peu près 130, 150 là à l'instant. Alors, donc nous allons parler aujourd'hui de la cataracte ou de la sclérose du cristallin. Comment les distinguer, comment les gérer. Si j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait assez souvent des confusions entre cataracte ou sclérose. Très vite, dès qu'il y a un voile au niveau de l'œil, on pense cataracte, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il faut avoir en tête que la sclérose du cristallin existe aussi. Voilà. Et parfois, certains confrères me disent que ce n'est pas évident à distinguer. Donc moi, le but, là, c'est que vraiment, à la fin de cette session, 30-45 minutes, que vous sachiez bien distinguer les deux, vous donner les 2-3 points clés pour distinguer et comment on va gérer chacune de ces affections. Alors, tout d'abord, merci à Medcom Formation pour l'organisation de cette webconférence et à TVM, partenaire de l'ophtalmologie. Alors voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, imaginez, c'est assez facile je pense, car vous en voyez quasiment toutes les semaines, des cas comme celui-ci. Donc on vous amène un chien, là il s'agit d'un York, avec ses yeux qui sont assez blancs, voilés. Très vite, voilà, la question à se poser, donc là l'opacité est évidente, mais très vite vous devez vous poser la question, est-ce que je suis bien face à une cataracte? On a trop tendance à se dire, un voile au niveau de l'œil, c'est une cataracte. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. Donc là, vous voyez donc, cet aspect blanc des deux pupilles. C'est le cristallin qui est voilé, donc ça on est d'accord. Après, la question à se poser, c'est est-ce qu'en plus de ce voile, est-ce qu'il y a une opacité? Et s'il y a une opacité, c'est que c'est une cataracte. Ce qui est le cas, sans trop déflorer le sujet, ce qui est le cas chez ce chien que vous voyez ici. Alors les motifs de consultation, c'est la plupart du temps, les yeux de mon chien ou de mon chat sont devenus blancs ou voilés. Et associé à cela, on peut avoir ou non une baisse de la vision. C'est-à-dire, est-ce que le chien est gêné, est-ce qu'il se cogne, est-ce qu'il est gêné dans les escaliers? Voilà ce qui revient très classiquement. Est-ce qu'il est gêné dans la pénombre? Ce qui peut être le signe aussi d'autres affections associées, en particulier au niveau de la rétine, parce que c'est lié à des problèmes de luminosité. Donc vous allez devoir différencier les deux, cataracte et sclérose. Là, vous voyez deux cas différents. Donc, lequel est la cataracte, lequel est la sclérose? Pour vous, lequel est une sclérose? L'œil gauche ou l'œil droit? À gauche, voilà. Bon. Je vois qu'il y en a qui ont déjà bien percuté. Voilà, tout le monde répond à gauche. Très bien. Donc, c'est bien cet œil gauche qui est une sclérose. Et là, par contre, vous avez une cataracte. La sclérose, c'est un phénomène de vieillissement des fibres du cristallin. Donc, c'est un vieillissement. Donc, c'est chez des chiens plutôt âgés, après 10 ans. Là, c'était un chien de 12 ans, ici. Et on a les fibres du cristallin qui sont plus compactes. Et on a aussi un phénomène de fibrose du cristallin. Donc, on parle de sclérose ou fibrose du cristallin lié à l'âge. Donc, on parle de sclérose sénile, parce que lié à l'âge. À droite, par contre, vous avez une cataracte avec une opacification. Vous voyez la différence, Alors, dans les deux cas, on dit qu'il y a un voile. Les propriétaires vont dire qu'il y a un voile où les yeux sont blancs, les yeux sont un petit peu bleutés. Quand c'est bleuté, d'ailleurs, c'est plus en faveur d'une sclérose. Mais des fois, comme dans ce cas, c'est assez blanc. Donc, vous voyez que le motif est le même. C'est le voile, c'est l'aspect blanc. Mais le diagnostic n'est pas le même. Donc ici, par contre, vous voyez, contrairement à la sclérose, une vraie opacité. C'est-à-dire que là, vous ne traversez pas, vous ne passez pas, vous ne voyez pas le segment postérieur de l'œil. Vous ne voyez pas la rétine. Et vous voyez déjà un élargissement des lignes de suture ici. Voilà, donc là, c'était vraiment pour rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez ici la sclérose. Là, je vous ai mis un rond bleu qui marque l'emplacement de la sclérose. La sclérose, elle est nucléaire, c'est-à-dire qu'elle touche le noyau. D'accord? Contrairement à la cataracte, elle peut toucher le noyau uniquement, mais elle peut toucher aussi le cortex, c'est-à-dire la périphérie. Et vous voyez que dans ce cas-là, c'est le cortex et le noyau qui sont touchés. Alors que lors de sclérose, c'est uniquement le noyau, et vous voyez donc souvent un aspect très rond, homogène de cette sclérose. D'accord? Donc ça, retenez ceci, cet aspect central, nucléaire et très homogène, rond au centre, en faveur d'une sclérose.
Et ici, l'élargissement des lignes de suture lors de cataracte, et que l'on ne voit pas lors de sclérose du cristallin. Ici, vous avez une coupe de l'œil normale, avec l'avant, l'arrière, la cornée, l'iris, le cristallin maintenu par les fibres zonulaires ici, et le segment postérieur avec le vitré et la rétine qui tapissent le fond de l'œil. D'accord ? Lorsque vous avez une sclérose, comme je le disais, ça touche le noyau. Hein, c'est très homogène, aspect bleuté, homogène et le noyau. Le cortex n'est pas touché. Ça, c'est en faveur d'une sclérose. D'accord ? Ici, c'est pour vous montrer la cataracte corticale. C'est-à-dire la cataracte, c'est l'opacification du cortex lorsque c'est cortical. Donc, c'est la périphérie du cristallin qui est touchée. D'accord ? Cortical antérieur, cortical postérieur. Mais le noyau qui est transparent. Ça, c'est typique d'une cataracte. Ça ne peut pas être une sclérose en corticale. Par contre, vous pouvez avoir aussi une cataracte, donc une opacification nucléaire. Donc, opacification du noyau, ici. Le cortex qui est bien transparent, et c'est là où on peut, des fois, confondre avec une sclérose, surtout si la cataracte est débutante. Et enfin, dans beaucoup de cas, vous aurez des cataractes nucléocorticales, c'est-à-dire nucléaires plus corticales. D'accord ? Voilà, toujours pour différencier la sclérose que vous avez ici, la cataracte à droite, donc l'aspect bleuté plutôt lors de sclérose et plutôt blanc lors de cataracte, et surtout cette notion de transparence. Hein. La transparence est conservée lors de sclérose, car vous pouvez, les images passent, souvent les chiens ne sont pas aveugles, sauf s'il y a une affection rétinienne associée, mais ce n'est pas la sclérose qui provoque une cécité du chien. D'accord ? Ça, c'est très important de le comprendre. Les images passent, comme vous le voyez, au travers de la sclérose. De la même façon, vous, quand vous allez faire votre fond d'œil, si vous voyez le fond d'œil, c'est qu'il n'y a pas de cataracte. En tout cas, pas de cataracte mûre. Pas de cataracte avancée. Et donc, si vous n'avez aucune opacité, c'est qu'il s'agit très probablement d'une sclérose. Et à ce moment-là, vous voyez le fond d'œil. Par contre, lors de cataracte immature avancée ou mûre, comme dans ce cas-là, les images sont stoppées net, le chien est aveugle et vous ne pouvez pas voir le fond d'œil. Voilà. Donc c'est vraiment la notion d'opacification hein, qui permet de différencier la sclérose de la cataracte. Donc pour faire votre diagnostic, aller un petit peu plus loin dans le diagnostic, vous allez devoir examiner l'œil, bien sûr. Pour examiner l'œil, c'est vrai qu'on pense toujours qu'en ophtalmo, il faut plein de matériel. C'est vrai que si on veut aller un petit peu loin dans le diagnostic, voir des détails, vous allez très vite avoir besoin d'un matériel type biomicroscopie pour bien voir les détails. Mais ce n'est pas une obligation, en particulier dans une clientèle généraliste, on peut concevoir qu'on n'ait pas de lampe à fendre partout, de biomicroscope. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien examiner l'œil avec du matériel assez simple. Comme ici, vous voyez, ce chien avec juste un éclairage très focalisé. Donc il s'agit d'un transilluminateur de Phinoph, que vous voyez ici. Donc c'est un appareil très simple hein, qui coûte moins de 100 €, je crois. Vous pouvez éclairer de façon très focale l'œil et bien observer les détails de l'œil. Et ça, c'est rien qu'avec cet appareil, et en éclairant bien, vous allez pouvoir voir beaucoup de détails et pouvoir différencier une sclérose et une cataracte. D'accord ? C'est pour ça que j'ai mis lumière, donc focaliser plus ou moins grossissement. Si vous pouvez avoir en plus un système grossissant, c'est vrai que c'est mieux. Et l'idéal, c'est même le biomicroscope, comme ici, que possèdent tous les ophtalmologues vétérinaires. On appelle ça aussi une lampe à fente, parce qu'elle permet d'avoir une lumière en fente qui permet d'avoir des images en coupe des structures de l'œil, en particulier du cristallin. Et donc, voilà, c'est un examen plus spécialisé qui permet à la fois de grossir et d'éclairer l'œil. Mais ce n'est pas une obligation, j'insiste là-dessus. Pensez à surtout bien éclairer l'œil avec ce type d'appareil, ou même un autre type de lumière. Si vous n'avez rien, mettez un cialytique, mais en tout cas, vous allez devoir éclairer pour bien voir les choses à l'intérieur de l'œil. Ensuite, dans le cadre de l'examen ophtalmo, vous allez réaliser les tests et les réflexes oculaires, donc souvent des tests neurologiques, comme le clignement de la menace, qui est un test de base hein, qui consiste à approcher la main de l'œil de l'animal et voir si l'animal ferme l'œil. Alors, ferme les paupières. Attention aux jeunes chiens de moins de 1 an qui sont souvent peu attentifs, et on peut avoir beaucoup de clignements à la menace chez ces très jeunes chiens, des clignements à la menace qui sont faussement négatifs. C'est-à-dire que le chien voit, mais il ne réagit pas à votre main, parce qu'il n'est pas attentif. Donc il ne faut pas en conclure qu'il est aveugle. Par contre, chez les chiens après 1 an, adultes, c'est un réflexe
test qui est très fiable et qui vous permet de juger de la vision de l'animal. Donc si le test de clignement est là, c'est que le chien voit, s'il n'est pas là, c'est que le chien ne voit pas. Donc c'est vraiment un test très utile. On a ensuite la test de la boule de coton, vous laissez tomber une boule de coton devant la tête de l'animal et vous voyez s'il la suit. Donc ça aussi, s'il la suit, c'est qu'il voit. Attention à ne pas générer de mouvements avec des mouvements d'air ou du bruit qui peut fausser les choses, mais sinon c'est un test très fiable. Et on a aussi le test de parcours d'obstacles. Le parcours d'obstacles, c'est regarder comment l'animal se comporte dans votre salle de consultation. Est-ce que, donc c'est en plus un endroit qu'il ne connaît pas, donc c'est un bon test. Vous allez voir s'il se tourne dans les murs, ou dans la table, ou dans les chaises. Et ça, c'est un très bon test pour évaluer, avoir une évaluation globale de la vision du chat, ou du chat, plutôt du chat. Ensuite, des examens, alors un peu plus spécialisés, la tonométrie, mesure de la tension de l'œil, qui va nous permettre de savoir si on est en hypertension, c'est-à-dire face à un glaucome, qui peut être associé à la cataracte, ou au contraire une hypotension, une baisse de la pression intraoculaire, en particulier lors d'uvéites, sachant qu'on peut avoir des uvéites associées à la cataracte. Ce sont des uvéites phaco-antigéniques. Ce sont des uvéites qui s'expliquent par la présence de protéines dans la chambre antérieure libérées par le cristallin qui commence à mûrir. Donc on en parle d'uvite phaco-antigénique et donc c'est important de mesurer cette tension pour savoir si elle est basse ou si elle est élevée. La gonioscopie, c'est l'examen de l'angle irido-cornéen. Donc ça aussi c'est un examen plutôt spécialisé, ce n'est pas obligatoire forcément dans le cadre d'une clientèle généraliste, mais sachez que ça existe, c'est ce qui nous permet de voir dans l'angle et de détecter des prédispositions au glaucome. L'examen du fond de l'œil, ça je pense que vous le faites tous, vous devez avoir tous cet appareil au moins qui est un ophtalmoscope direct et qui vous permet d'examiner le fond d'œil, voir s'il y a des lésions du fond d'œil. Vous pourrez voir un décollement de rétine, une dégénérescence de rétine assez facilement. On a aussi le panoptique qui est un bon ophtalmoscope direct. Alors vous allez me dire, mais s'il y a une cataracte, je ne vois pas le fond d'œil, donc c'est vrai. Mais votre cataracte n'est pas forcément mûre, elle peut être immature, c'est-à-dire incomplète, et vous allez donc pouvoir voir le fond d'œil. L'apprécier, voir des lésions qui peuvent être importantes, comme le décollement de rétine, comme je disais, ou l'atrophie de rétine. D'autre part, si vous avez une cataracte qui est complètement mûre sur un œil, bien sûr, vous ne pourrez pas voir le fond d'œil avec ces appareils, mais vous allez voir l'œil contralatéral. Il est toujours intéressant de voir l'autre œil qui n'est pas forcément cataracté et qui va vous permettre de voir si le fond d'œil est normal ou non. D'autre part, dans le cadre de la distinction sclérose et cataracte, faire cet examen d'ophtalmoscopie va vous permettre de voir s'il s'agit, de diagnostiquer la sclérose ou la cataracte. Comme je le disais, lorsque vous avez simplement une sclérose sans cataracte, vous voyez le fond d'œil. Donc, si vous faites votre examen ophtalmoscopique et que vous voyez très nettement et qu'il n'y a pas d'opacité, c'est que vous êtes plutôt face à une sclérose du cristallin. Lors de cataracte, lorsqu'elle est avancée, mûre, vous ne verrez bien sûr pas le fond d'œil. Bon, je répète un petit peu les choses, mais c'est des notions importantes et je préfère les dire 2 fois et qu'elles soient bien retenues et claires. Voilà, donc là vous avez à gauche un fond d'œil normal, avec la papille, les vaisseaux, le tapis clair, et ici un fond d'œil anormal qui est le signe d'une atrophie ART, atrophie rétinienne progressive, c'est une dégénérescence rétinienne, souvent héréditaire chez le chien, et qui se manifeste par une hyperréflectivité du tapis, une papille, vous voyez, qui change de teinte, qui est un petit peu ardoisée, et une disparition ou une diminution du calibre des vaisseaux rétiniens que vous voyez ici. Dans pas mal de cas, ce fond d'œil, vous ne pouvez pas le voir, comme je le disais. Si vous avez une cataracte, vous ne verrez pas le fond d'œil. Vous ne pourrez pas savoir s'il y a une dégénérescence de rétine ou un décollement de rétine. C'est là que l'examen complémentaire qui est l'ERG, électrorétinographie, est intéressant. Parce que cet examen, que vous connaissez, je pense, vous savez qu'on le fait très fréquemment, même systématiquement avant une chirurgie de la cataracte, on dit toujours il faut faire un ERG avant. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir si la rétine marche ou pas. Donc ici, vous avez un ERG normal, avec pic de l'onde A, pic de l'onde B, une morphologie qui est typique. Si vous avez un ERG comme celui-ci, c'est que la rétine fonctionne, donc vous avez probablement un fond d'œil derrière qui est comme celui-ci, que vous ne voyez pas parce qu'il y a une cataracte, et vous allez pouvoir opérer de la cataracte. Si par contre, vous avez un ERG qui est comme celui-ci, qui est plat, d'accord, c'est que la rétine ne fonctionne pas, dans le cadre par exemple d'une AFP, une dégénérescence de rétine ou un décollement de rétine, et dans ce cas-là, on va
éviter, bien sûr, d'opérer de la cataracte ces candidats, car ils ne pourront pas revoir après la chirurgie. C'est logique, puisque la rétine ne fonctionne pas, et l'ERG qui traduit l'activité électrique de la rétine, hein, c'est-à-dire que, pour vous expliquer en 2 mots, on anesthésie le chien, on place des petites électrodes au niveau de l'œil sur la cornée et entre les épaules et à la base de l'oreille. Donc on place ces électrodes, on envoie des flashs lumineux au niveau des yeux, et à chaque flash, on recueille le potentiel électrique de la rétine, d'accord, qui est ce potentiel qui est ici, que vous avez sur votre ordinateur, donc, et qui vous permet donc de juger si la rétine marche ou ne marche pas. L'échographie, qui a tendance de plus en plus à être pratiquée, car elle nous permet de voir, lorsque vous avez un œil cataracté comme ici, hein, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe au niveau postérieur. Donc l'échographie est intéressante, elle permet de voir, d'évaluer le segment postérieur, voir s'il y a des hémorragies vitrées, une dégénérescence vitréenne ou un décollement de rétine. Tout ça, vous le voyez avec l'échographie, comme chez ce chien, par exemple, ici, qui avait un décollement de rétine. Voilà. Donc de plus en plus, on pratique cet examen en routine avant une chirurgie de la cataracte pour évaluer la transparence ou les anomalies des milieux intraoculaires associées à la cataracte. Alors, si on revient à notre sujet qui est la différenciation cataracte et sclérose. Après donc avoir fait votre examen ophtalmo, hein, comme on vient de le détailler juste à l'instant, eh bien vous allez pouvoir conclure. Ici, il s'agit donc, vous l'avez vu, d'une sclérose. Hein. Vous avez un aspect un peu blanc, voilé, hein, c'est le motif, mais pas de cataracte. Il n'y a pas d'opacité sur cet œil. Si vous faites le fond d'œil, vous le verrez très bien. Donc, pas d'opacité, transparence, juste un voile qui est des fois bleuté, des fois un petit peu blanc, et qui est en région nucléaire exclusivement. Donc là, on a un chien qui voit, sa rétine fonctionne, il n'y a pas d'opacité, donc c'est une sclérose du cristal. Voilà. Chez le chien, plutôt après 10 ans. Voilà un cas qui peut être vu donc, à n'importe quel âge. Il s'agit d'une cataracte, on l'a vu au tout début, je vous ai déjà dit pourquoi. Là, on est face à une opacité complète du noyau et du cortex. Les lignes de suture commencent à s'écarter, ici, hein, avec ce triangle, un peu comme au sigle Mercedes. Donc, il s'agit d'une cataracte nucléocorticale mûre, avec un chien qui est aveugle secondairement à cela. Vous allez réaliser un ERG. On va réaliser un ERG, ce qui va nous permettre de savoir si la rétine ne fonctionne pas, c'est qu'en plus de cette cataracte, vous avez probablement une atrophie de rétine, et donc ce chien ne sera pas opéré. Si par contre la rétine fonctionne, c'est un bon candidat à la chirurgie. Alors, là, je vous ai montré ce qui est tout blanc, tout noir. Après, c'est vrai que ça peut être des fois un petit peu plus complexe dans le diagnostic, hein, entre la cataracte et la sclérose. Par exemple, ce cas, c'est une belle image justement pour bien illustrer des cas qui sont un peu plus complexes, car vous avez à la fois la sclérose, vous voyez, cette sclérose nucléaire, homogène, très circulaire, avec ce voile, donc ça c'est vraiment une sclérose typique, mais associé à cela, vous voyez qu'on a des petites opacités du cortex. Vous les voyez ici, avec même des petites vacuoles ici. Ça, c'est pas de la sclérose. Ces opacités, c'est par définition une cataracte corticale. Donc il s'agissait d'un chien qui présentait une sclérose cristallinienne liée à l'âge, d'origine sénile, et associé à cela un début de cataracte corticale. Voilà, pour vous montrer qu'on peut avoir une association des deux affections. Que ce n'est pas forcément uniquement sclérose ou uniquement cataracte. Voilà encore un autre cas ici. Vous voyez un voile, mais qui n'est pas blanc-blanc comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Vous voyez que c'est plutôt bleuté. Donc on pourrait penser à une sclérose. Mais si vous regardez de près, vous voyez ici des vacuoles. Vous voyez aussi une opacité un peu en arc. Et ça, c'est de la cataracte. Hein. Ça ne peut pas être de la sclérose. Il s'agit donc d'une cataracte débutante corticale. Alors qu'ici, je vous l'ai mis en comparaison, il s'agit bien d'une sclérose. Voilà, on voit ici cette ligne qui marque la cataracte. Les causes de la cataracte. Donc là, c'est un petit peu rébarbatif, mais je vous montrerai après des images. Les causes d'abord de la sclérose, elle est unique, c'est très simple, c'est l'âge. Hein. C'est sénile, c'est après 10 ans. C'est souvent les chiens entre 10 et 17 ans avec ce voile bleuté que vous avez ici. La cataracte, les causes sont multiples.
Il y a les cataractes congénitales, donc de naissance, héréditaires, d'origine génétique, diabétique, bien connu, le diabète qui provoque des cataractes très rapidement, traumatique, un choc, une griffure sur un œil peut provoquer une cataracte, lié à une uvite post-uvitique, c'est-à-dire que vous avez une uvite sur un œil, le fait d'avoir une inflammation intraoculaire va créer secondairement une cataracte, et enfin, sénile liée à l'âge. Vous voyez qu'avec l'âge, on peut avoir une cataracte comme on peut avoir une sclérose. Voici en image. Ici, vous avez un œil avec une membrane ici. Savez-vous de quoi il s'agit? Voilà, en attendant la réponse, vous voyez que voilà, PMP, exact, PMP, bravo Sandrine, persistance de membrane pupillaire. Exactement. D'autre part, vous voyez une cataracte, vous voyez cet aspect blanc opaque, donc c'est une cataracte, et d'autre part, on voit que l'œil est un petit peu plus petit que la normale. Vous voyez, on voit beaucoup le blanc de la sclère. Il s'agissait d'une association persistante de membrane pupillaire, cataracte et microphthalmie. Chez un jeune chien, c'est congénital. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une cataracte congénitale associée à d'autres affections congénitales que sont microphthalmie et persistance de membrane pupillaire. Voilà, je vois que tout le monde a trouvé la persistance de membrane pupillaire, bravo. Donc, cataracte congénitale. Ici, une cataracte nucléocorticale mûre, vous voyez qu'elle est complètement opaque, chez un jeune chien de 5 ans, un jeune berger de 5 ans. Donc là, vu l'âge et vu l'apparition en quelques mois, on pense tout de suite, si vous éliminez d'abord le diabète, bien sûr, on pense à une cataracte d'origine héréditaire. Voilà. Jeune chien adulte avec une cataracte qui évolue sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pensez à la cause héréditaire qui représente quand même 50% des cas. Donc il s'agissait d'une cataracte héréditaire. C'est la cause la plus fréquente de cataracte chez le chien. Ici, vous voyez une cataracte chez un chat et une cataracte chez un chien, c'est le même chien. Mais ici, vue de face, vue de profil. Et vous avez chez ce chien, associé à cette cataracte, vous voyez beaucoup d'adhérence de l'iris avec le cristallin, une pigmentation marron de la capsule. Donc là, vous devez penser à une uvite traumatique. Il y a eu un choc, une greffure de l'œil qui a provoqué une uvite, avec des séquelles d'uvite. Vous voyez ici les synéchies. Et chez ce chat, pareil, les synéchies, ici, entre l'iris et la capsule antérieure. Et secondairement à cette uvite et à ce traumatisme, vous avez une opacification du cristallin, donc une cataracte. D'accord? Cataracte d'origine traumatique. Ici, le grand classique, cataracte diabétique, très rapide. Elles viennent en quelques jours, quelques semaines. Donc retenez, apparition très rapide, n'importe quel âge, les chiens de n'importe quel âge, n'importe quelle race, à partir du moment où ils ont un diabète, ils peuvent développer cette cataracte. C'est une très bonne indication chirurgicale, mais qui doit être prise en charge très rapidement, parce que si vous la laissez évoluer, très vite vous allez avoir un œil comme celui-ci, avec des adhérences, vous voyez, un iris plus sombre, donc il y a déjà une uvite sur cet œil, et vous avez votre taux de réussite de la chirurgie qui chute. Vous allez passer, on va le voir tout à l'heure, de 95 à 60%, 60-70%. Et une uvite qui peut être encore plus marquée, avec la rougeur de l'œil, l'iris sombre, et ça peut même devenir une contre-indication de la chirurgie. Chez le chat, toujours pensez que lorsque vous avez une cataracte, dans la majorité des cas, plus de 50% des cas, c'est d'origine uvéitique, c'est-à-dire secondaire et uvite, qui est la cause principale donc, de cataracte. Et l'autre cause classique, c'est congénitale, donc des cataractes de naissance. Là, il s'agissait donc d'une cataracte associée à une uvite. Vous voyez les petits vaisseaux au niveau de l'iris, donc une iritis qui est liée à l'uvite chez ce chat et qui a provoqué secondairement la cataracte. Voici chez un chien une uvite avec une cataracte assez avancée. Et enfin, un très vieux chien, 15 ans, avec... Alors là, il s'agit d'une sclérose ou d'une cataracte. À votre avis, vous pouvez voir que le cristallin est très opaque, très blanc. Voilà, il s'agit bien d'une cataracte. D'accord? Donc, à bien différencier, à 14 ans, vous voyez, ça aurait pu être une sclérose, mais quand c'est très blanc et opaque, c'est une cataracte. Cataracte d'origine sénile. Voilà, tout le monde a trouvé la cataracte, bravo. Voilà, donc retenez que comme un fruit, ici, votre cataracte, elle évolue dans le temps. C'est-à-dire qu'elle est d'abord immature, ensuite elle est mûre, elle devient hyper mûre. Donc c'est vraiment comme un fruit qui mûrit, comme ici. Et comme un fruit, au bout d'un moment, ça peut pourrir, entre guillemets, et donc tomber. C'est la luxation du cristallin, donc c'est l'évolution logique, quasi inéluctable d'une cataracte qu'on laisse évoluer.
Donc voilà, cette comparaison avec le fruit est vraiment bien adaptée. Donc si on récapitule les différents stades de la cataracte, vous avez la cataracte incipiente, comme ici, donc des tout petits impacts de cataracte, le chien voit encore. Une cataracte immature, donc là par contre, vous voyez que ça touche le noyau et le cortex, alors que là, ça touchait vraiment presque rien, 1% du cristallin. Là, par contre, ça touche presque tout le cristallin, mais c'est immature. C'est-à-dire que vous arrivez quand même à passer un peu, les images passent un peu au travers. Souvent, c'est des chiens qui ne sont pas encore aveugles, mais qui commencent à être un petit peu gênés, et vous arrivez à voir un peu le fond d'œil, mais c'est impossible. Donc là, c'est une cataracte qui est immature. D'accord? Ensuite, cataracte mûre. Vous voyez, c'est complètement opaque. Vous ne passez pas au travers et il n'y a pas encore d'uvite. Et le chien est aveugle. Là, lorsque vous allez laisser traîner, pensez aux fruits, la cataracte évolue, vous allez avoir une uvite secondaire. Donc là, vous avez une cataracte qui est hyper mûre. Donc c'est au-delà du stade mûr, hyper mûr, avec déjà des protéines qui passent dans la chambre antérieure et qui créent une uvite qui est dite phaco-antigénique, avec rougeur de l'œil, un iris sombre, des petites déformations de pupille, une synéchie postérieure ici. Donc là, vous avez une uvite phaco-antigénique associée à cette cataracte hyper mûre. Et enfin, le dernier stade, qui n'est pas opérable, le cas 4, le cas d'avant, ce cas-là est encore opérable, mais avec un taux de réussite un peu moins important. Là, par contre, c'est une contre-indication parce que vous avez une cataracte qui a vraiment été laissée pendant plusieurs années, dans ce cas-là, et une uvite très marquée, une cornée qui est assez opaque, un œil qui est en hypotension, là on est à 6 de tension, donc là on a un début de phtisie, ce n'est plus une indication de cataracte, c'est trop tard. Voilà. C'est pour ça que la notion de temps est importante dans la prise en charge d'une cataracte. Il faut comprendre que les choses mûrissent, les choses évoluent, et donc c'est important de l'apprendre très tôt. Alors il y a une question, est-ce que les cataractes évoluent toujours en uvite? Tout dépend du type de cataracte. On va dire que les cataractes héréditaires les plus fréquentes et les cataractes diabétiques évoluent très vite en uvite. Une cataracte d'origine sénile a moins tendance à évoluer vers l'uvite. On en reparlera si vous voulez à la fin. Les différents stades de la cataracte qui peuvent être vus aussi à l'échographie. Vous voyez ici vous avez un cristallin avec une cataracte débutante, immature. Ici, mûr, vous voyez que la différence, c'est qu'on a une opacification plus importante et le cristallin est plus gros, il est intumescent, ce qui va de pair avec la maturité de la cataracte. Ensuite, le cristallin va se résorber, c'est ce qui crée l'inflammation. Vous voyez qu'ici, on a un relargage des protéines, le cristallin est plus petit et on commence à avoir une uvite. Et enfin, on a ce qu'on appelle la cataracte de Morgani, c'est vraiment le stade ultime de l'évolution d'une cataracte hyper mûre. Vous avez carrément les capsules qui deviennent un petit peu gondolées, et le cristallin qui devient petit, et là on a une uvite très marquée. C'est le cas 5 que je vous ai montré tout à l'heure. Donc les lésions qui sont associées à l'évolution d'une cataracte. Là vous avez une cataracte mûre, héréditaire, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, et pas encore hypereuse, donc elle est encore sans inflammation. Il n'y a aucune uvite. Donc ça, c'est une bonne indication de chirurgie. Si vous laissez évoluer, vous allez avoir première lésion, une uvite. Ça, je l'ai déjà bien expliqué, l'uvite phaco-antigénique. Si vous laissez évoluer, comme le fruit, ça va se détacher. Vous avez les fibres zonulaires qui vont se rompre et vous allez avoir une subluxation du cristallin. Et ici, on a ce qu'on appelle le croissant aphaque, donc une zone qui est sans cristallin, comme un croissant. C'est la zone qui correspond au détachement du cristallin. D'accord? Donc c'est le cristallin qui se subluxe et qui ensuite va se luxer. Donc ça, on préfère intervenir avant d'avoir cette subluxation ou cette luxation. Ensuite, une luxation complète, comme ici. On voit ici les fibres zonulaires qui sont rompues, associées à un œdème cornéen, la rougeur de l'œil, il y a une uvite marquée, qui explique cet œdème, et un glaucome. Chez ce chien, on avait 42 tensions. Donc là, vous voyez qu'on cumule les lésions lorsqu'on laisse évoluer la cataracte au départ, et quelques mois ou quelques années auparavant, il devait être comme ceci. Le décollement de rétine, qui est une évolution aussi à terme de la cataracte. Et enfin, la phtisie, c'est-à-dire que l'hypotension s'installe à long terme et vous allez avoir un œil qui se rabougrit, entre guillemets, qui devient complètement mou, comme ici, avec une tension à moins de 6. L'œil devient tout petit et je pense que ces petits yeux phtisiques, suite à une cataracte, vous en voyez de temps en temps. Voilà, c'est des chiens qui n'ont pas été opérés et pour lesquels la cataracte n'a pas été prise en charge. Alors, les traitements. Il y a deux types de traitements, comme dans beaucoup de cas, les traitements médicaux et les traitements chirurgicaux. Il y a aussi la prévention, dans certains cas. Les traitements médicaux, qui sont communs à la sclérose et à la cataracte,
Vous les connaissez, hein, ces nutriments qui entrent dans le métabolisme du cristallin. Le VT-FAC, le Virbac, le Citalent, le TVM. Donc ce sont des nutriments qui rentrent dans le métabolisme, qui peuvent être intéressants lors d'une prévention. Lorsque vous voulez faire une prévention par rapport à une cataracte qui est très débutante ou lorsque vous avez une sclérose pour limiter l'évolution. Je dis que ce sont des produits empiriques, hein, un usage empirique, c'est-à-dire que ces produits n'ont pas montré scientifiquement leur intérêt. Hein, il n'y a pas eu de publications qui montrent qu'ils permettent de retarder l'évolution de la cataracte ou de la sclérose. Ce qui est sûr, c'est que c'est des produits qui ne permettent pas un retour en arrière, ça c'est évident. Une fois que vous avez une cataracte qui est installée, vous ne pouvez pas revenir à un œil normal avec ces produits-là, mais ils retarderaient. Et je parle bien au conditionnel, vous pouvez les employer, hein, vous n'êtes pas gêné à les donner, hein, c'est même utilisé chez l'homme, hein, ces produits-là, lors de cataracte, parce qu'on peut, en théorie, comprendre que ces produits rentrent dans le métabolisme cristallin, favorisent donc le métabolisme et retardent un petit peu l'évolution. Donc, si vous prenez bien des pincettes en expliquant bien ça à vos propriétaires, c'est-à-dire que ce n'est pas des produits magiques, ce n'est pas des produits qui vont peut-être complètement stopper, hein, votre cataracte va peut-être progresser, mais qui pourraient, en parlant conditionnel, retarder l'évolution, ça n'est pas gênant de les prescrire, même si ça n'a pas été prouvé scientifiquement. C'est des produits qui ne font pas de mal, ça a été prouvé, hein, ce sont comme des vitamines, entre guillemets, donc vous ne ferez pas de mal, des fois même il y a un effet plutôt bénéfique hein, sur l'état général des animaux lorsque vous prescrivez ces produits, donc n'hésitez pas, mais par contre, vraiment bien expliquer hein, les limites hein, de ces produits et leur aspect empirique. Le seul réel traitement pour redonner de la vision à un animal qui est atteint de cataracte, ce n'est pas avec les produits précédents, c'est avec la chirurgie de la cataracte. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés hein, par rapport à cette intervention qui sont maintenant plus du tout fondés. Hein. À quoi bon? C'est un chien, il est vieux, il ne va pas supporter l'anesthésie. De toute façon, la chirurgie ne marche pas. Les gens maintenant n'ont plus les moyens. Des fois, c'est les vétérinaires hein, qui pensent que les gens n'ont peut-être pas les moyens, que c'est cher. Ne vous mettez pas forcément à la place du propriétaire. Discutez avec lui, tout simplement. Et moi, je considère que c'est vraiment du cas par cas. Hein. C'est vrai qu'il y a des cas pour lesquels la chirurgie est déconseillée, même pour des raisons financières. Mais voilà, ça vaut le coup d'être évoqué pour un animal qui est gêné, qui est handicapé, et pour lequel l'intervention peut donner des bons résultats. C'est dommage de ne pas l'évoquer. Et votre client vous sera vraiment reconnaissant si au moins vous avez abordé les choses. Et alors si en plus il est opéré, que le chien revoit, qu'il retrouve sa vie d'avant, il en sera d'autant plus reconnaissant. Donc voilà, ces préjugés existent, mais je pense qu'à l'heure actuelle, avec les progrès des 20 dernières années, il faut pouvoir les remettre en question et vraiment étudier les résultats. Peut-être qu'il y a des échecs, hein, on va le voir, mais il y a beaucoup de réussites. La chirurgie de la cataracte. Vous avez ici le principe, hein, avec une sonde, vous allez aspirer le cristallin, le fragmenter et l'aspirer. Donc l'intérêt, c'est qu'on fait une petite incision de 3 mm et à la place, vous allez injecter un implant maintenant pliable qui se déploie à l'intérieur du sac cristallinien qui va remplacer, donc c'est un cristal artificiel qui va remplacer le cristallin d'origine. L'appareil de phacoemulsification, ils ont beaucoup évolué, on utilise les mêmes matériels que chez l'homme, hein, avec ces appareils qui sont maintenant des ordinateurs intégrés, qui nous parlent même, hein, ce qui nous évite même de nous endormir, hein, ils peuvent nous réveiller. Voilà, ils sont maintenant ultra perfectionnés, ça a énormément évolué en 10 ans. Et voilà la sonde hein, qu'on utilise qui émet des ultrasons au contact du cristallin qui va permettre de fragmenter le cristallin. Donc je vais vous montrer, hein, ce sera plus parlant, une chirurgie en cours. Alors je sais que des fois il y a des petits soucis avec la chirurgie. Si jamais ça passe mal, vous pourrez la revoir en replay. Voilà une chirurgie pour que vous voyez à quoi ça correspond. Donc là on incise la cornée sur 3 mm, donc c'est très petit hein, l'incision, 3 mm seulement. Et par cette incision cornéenne, vous allez, avec une sonde de phacoemulsification qui émet des ultrasons, aspirer le cristallin comme ici. Donc là, vous voyez qu'on est face à une cataracte qui est complètement mûre. Hein. On voit bien, hein, c'est complètement blanc, opaque, c'est un chien qui est complètement aveugle. Hein. Avec la sonde, vous voyez qu'on émet des ultrasons qui fragmentent le cristallin, vous voyez qu'il commence à être cassé hein, en plusieurs morceaux. Et en même temps, hein, c'est à la mode cette expression, en même temps que la fragmentation, on aspire le cristallin,
C'est-à-dire que la sonde irrigue à l'intérieur de l'œil et aspire les fragments que vous avez émulsifiés. Voilà, donc elle a trois fonctions. Hein. Une fonction de marteau-piqueur, entre guillemets, et une fonction d'aspirateur, et aussi d'irrigation. Une fois qu'on a retiré le noyau, on retire le cortex, qui est souvent plus mou. Ici, ouais, voilà, il y a des petits soucis de vidéo, vous pourrez la revoir en replay, là, elle est presque terminée. Ici, injection du produit viscoélastique qui permet de reformer la chambre antérieure et qui va permettre de travailler à l'intérieur de l'œil et de retirer la capsule. Voilà. Une fois que vous avez retiré donc, le noyau et le cortex, vous allez déchirer cette capsule au niveau antérieur, c'est ce qu'on appelle le capsulorhexis. Pour ceux qui ne voient pas la vidéo, réactualisez. Hein. N'hésitez pas à réactualiser votre navigateur. Et ensuite, une fois qu'on a retiré la capsule antérieure, on injecte l'implant et qui se... Voilà, en réinitialisant, il y a des gens pour qui ça fonctionne. Hein. Ici, donc l'implant qui est mis en place dans le sac cristallinien, il s'est déployé, ce cristal artificiel qui va permettre d'avoir une vision optimale hein, suite à l'intervention. Voilà, ensuite irrigation, et ensuite on suture la cornée. Vous voyez que le principe est assez simple, c'est une chirurgie assez délicate, sous microscope bien sûr, sous anesthésie générale bien sûr, et 3-4 points cornéens suffiront à suturer cette cornée. Voilà. On va revenir à notre présentation. Donc le film, certains ne l'ont pas vu, on en est désolé, probablement un problème de connexion. Vous pourrez la revoir sans problème en replay, on pourra vous l'envoyer pour ceux qui veulent, mais normalement en replay, vous n'aurez pas ce souci. Alors, quand opérer hein, ici, vous avez une cataracte, on a vu tout à l'heure, qui est incipiente, donc très très débutante. C'est bon, là tout le monde suit après la vidéo. Si une ou deux personnes peuvent me dire. Voilà, donc c'est bon. Ici, donc, cataracte incipiente, donc très débutante, vous avez juste quelques petits impacts. Okay, dans ce cas-là, le chien voit très bien, hein, parce que les images passent bien, c'est encore trop tôt pour opérer. Alors c'est vrai qu'on passe notre temps à dire opérer le plus tôt possible, mais là, quand vous avez juste un petit impact, vous attendez et vous suivez tous les 6 mois. Après, donc là, non, contrôle tous les 6 mois. Là, par contre, cataracte immature, le chien commence à être gêné, il voit un petit peu flou, vous allez commencer à avoir un petit peu moins bien de fond d'œil. Là, c'est précoce, c'est une cataracte qui est précoce, mais qui commence à être une bonne indication de chirurgie. Donc ça, c'est un œil qui peut être opéré. Ici, cataracte mûre, hein, vous l'avez vu, elle devient complètement blanche, nucléocorticale, le chien ne voit plus, vous ne voyez plus du tout le fond d'œil. Là encore, bonne indication de chirurgie. Si par contre vous laissez la cataracte évoluer, on l'a vu, ce phénomène de maturité, enfin la cataracte qui mûrit, dans ce cas-là, vous allez avoir une vite, comme chez ce chien, on l'a vu tout à l'heure, ce chien est opérable, mais par contre vous allez avoir un taux de réussite moins important. C'est pour ça qu'on dit opérer une cataracte le plus tôt possible, parce que là c'est déjà un peu tard, c'est opérable, mais avec un taux de réussite qui va chuter de 95% à 60-70%. Mais ça reste opérable. Et enfin, une uvite très marquée, une cataracte hyper mûre, une hypotension marquée, là, c'est vraiment trop tard. Donc ce cas n'est plus opérable. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'au début, les cataractes sont opérables, et on peut avoir de bons résultats, mais au bout d'un moment, à cause de l'uvite, à cause des fois des subluxations, à cause d'un glaucome, qui va intervenir à un moment ou à un autre, vous ne pourrez plus proposer l'intervention. Les résultats de la chirurgie. Voici un cas pour lequel ça s'est très bien passé. Vous avez ici, vous voyez, une transparence de la cornée parfaite. Ça, c'est un contrôle à 1 mois. Donc, cornée complètement transparente. Vous voyez le fond d'œil, c'est un jeune chien, donc le fond d'œil est bleu, avec le reflet du tapis hein, qui est bleu. La plaie cornéenne ici, de 3 mm, qui est bien cicatrisée. Votre cristallin artificiel qui est dans le sac, qui est complètement en place, qui est centré et transparent. Donc ça, grâce au cristallin, le chien voit parfaitement, hein, parce que l'image se forme sur la rétine de façon très nette. Et ce type de cas, on obtient ce type de résultat dans plus de 90-95% des cas maintenant, d'après toutes les publications qui sont sorties ces dernières années.
Donc milieu transparent, lentille bien centrée, tension normale et la vision retrouvée. Un autre cas, vous voyez encore avec ce cristal artificiel, hein, avec les strips concentriques. Là, vous voyez que la pupille est bien ronde, la plaie ici cornéenne, que vous voyez, qui est bien cicatrisée, toute petite, 3 mm, et pas d'inflammation, pas de glaucome, milieu transparent, c'est un chien qui revoit parfaitement et qui ne stone plus. Voilà, et à long terme. Donc, 90-95% de résultats comme celui-ci. Lorsque vous attendez un peu trop, ou des fois même ça intervient assez vite, il faut avoir une luxation du cristallin. C'est là que l'autre technique que celle que je vous ai montrée est utile, c'est la technique intracapsulaire. C'est une technique qui consiste à retirer en bloc le cristallin. Donc ça, on le fait quand le cristallin est très subluxé ou luxé. Dans ce cas-là, on fait une incision sur toute la moitié de la circonférence de l'œil, hein, comme ceci, d'ici à là, pour retirer en bloc le cristallin, comme vous le voyez sur ce schéma. D'ailleurs, vous pourrez trouver, j'ai mis une vidéo sur YouTube que vous pourrez voir si vous voulez aller un petit peu plus loin, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu hors sujet aujourd'hui. Ici, vous avez une luxation du cristallin chez un chien, ça vous le voyez, hein, parfois, je pense, avec des luxations du cristallin qui sont souvent spontanées, enfin, assez rapides, hein, c'est du jour au lendemain. Donc, luxation antérieure du cristallin, comme ici, en préopératoire, et voilà, après l'intervention, 3 mois après, vous avez la cicatrice ici, et un œil qui redevient visuel avec la pupille qui est bien ronde ici. Donc ça, c'est chez un chien. Chez le chat, ça marche très bien aussi. Vous en voyez souvent, je pense. Luxation antérieure du cristallin, ça marche très très bien. Technique intracapsulaire, on insiste sur la moitié de la circonférence et on retire le cristallin en bloc. Et voici un post-op à 2 mois. Pas d'inflammation, cornée transparente, plaie cicatricielle, la plaie cornéenne bien cicatrisée. Tension normale, très bon résultat dans plus de 95% des cas chez le chat. Les complications, elles existent. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. Bien sûr qu'il y a des complications, mais elles sont relativement rares, d'autant plus si les cas sont bien sélectionnés avant. C'est pour ça que j'insiste sur la sélection des patients. Si vous prenez des cas bientôt sans UVIT, vous avez les 90-95% de réussite. Si vous attendez trop, bah, vous allez avoir ce type de complications. U8, donc là vous voyez chez ce chien, c'est un chien qui a été opéré, c'est une cataracte diabétique, vous voyez que on a des synéchies postérieures, on a un iris sombre, donc il y a eu une U8 post-opératoire, mais elle est relativement bien gérée et c'est un chien qui a quand même revu. Donc c'est pour ça que même si on a ces complications inflammatoires, elles peuvent être gérées dans pas mal de cas, pas toujours, mais dans pas mal de cas. Les deux complications beaucoup plus graves, qui interviennent dans 5% des cas en tout, c'est le glaucome, avec une tension, vous voyez un chien qui a été opéré, là, l'incision de 3 mm, on voit ici le capsulorhexis, ça c'est un chien qui est monté à 45 de tension, donc glaucome. Ça, c'est une complication qui arrive dans quelques pourcents des cas, à peu près 2 à 3%, vous avez des glaucomes graves qui peuvent s'installer et qui font que le chien ne reverra pas. Donc ça, il faut prévenir avant le propriétaire que ça fait partie des risques possibles. Il ne faut pas dire que ça marche dans tous les cas. Des fois, les gens arrivent à ma consultation, ils me disent, bon, bah, on va l'opérer, vous me certifiez qu'il y aura 100% de réussite. Comme ma mère qui a été opérée hier, voilà, souvent on compare à des gens de la famille qui ont été opérés, peut-être ça se passe bien. Oui, ça se passe bien, mais il y a aussi des complications en humaine, hein, quelques pourcents, ça arrive. Le zéro risque n'existe pas. Et enfin, donc le décollement de rétine que vous voyez sur cette échographie, vous voyez la rétine complètement décollée, ça fait partie des risques, et là en plus c'est imprévisible. Ça peut arriver n'importe quand. Alors il y a des races prédisposées comme le bichon par exemple, mais en moyenne, on a 2-3% de cas de décollement de rétine à moyen et long terme, et il faut le savoir et avoir prévenu avant. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si on n'opère pas ces chiens, ils sont sûrs d'avoir ces complications et sûrs de rester aveugles dans 100% des cas. Si on les opère, on a 95% de chance de redonner la vision, d'éviter ces complications, et 5% de risque d'arriver au même point, d'avoir des complications irréversibles et ne permettant pas de redonner la vision. Les particularités du chat. Le chat, donc on l'a vu, développe aussi des cataractes. Voilà un chat qui a été opéré, vous voyez, sa pupille qui est bien transparente, il y a même eu un implant, donc ça c'est une vue de profil, vue de face, vous voyez l'implant avec les cercles concentriques, et que l'iris est resté bien bleu, hein, il n'y a pas eu de vite notable, donc pas de conséquences, pas de synéchie, pas de complications, pas de séquelles. On ne voit pas la plaie cornéenne, elle est normale, et les milieux sont bien transparents, donc ça c'est un chat qui revoit vraiment parfaitement avec son implant, qui est un implant spécifique du chat. Chez le chien, la réfraction est de 41 dioptries, les implants artificiels, les cristaux artificiels. Chez le chat, on a des implants qui ont été spécifiquement étudiés qui font 53 dioptries, un petit peu plus que chez le chien.
Voilà, donc de très bons résultats chez le chat aussi, de la cataracte. Après, d'autres espèces, bon, ça c'est plus pour information et plus folklorique, hein, toutes les espèces qu'on peut opérer, toutes sont susceptibles d'être opérées, comme le furet, c'est l'œil le plus petit hein, que j'ai été amené à opérer. On a opéré pas mal, c'est une cataracte assez fréquente hein, chez le furet. Voilà, vous avez la plaie cornéenne ici, c'est tout petit, on ne peut pas mettre d'implant, il n'y a pas encore de marché suffisant pour avoir développé la nécessité des implants spécifiques du furet. Je ne pense pas qu'il y en aura un jour, mais en tout cas, ça marche bien, même sans implant. Le lapin, ici, vous avez un post-op chez un lapin, chinchilla, oiseau, avec des cataractes assez fréquentes, beaucoup de perroquets, un lémurien, le singe, qui développe parfois des cataractes, il était emmené en opéré, tigre, pas mal de félins, des oiseaux, éléphants, autruches ici, tigre à nouveau, un très jeune tigre, hein, de quelques mois qui avait développé cette cataracte nucléocorticale. La conduite à tenir, bon, je voulais vraiment, là, ça y est, j'ai terminé, j'ai voulu faire une petite synthèse hier pour résumer un petit peu tout ça, c'est un peu rébarbatif, donc vous pouvez le voir en replay, vous pourrez vous l'envoyer pour ceux qui ont une overdose de cataracte aujourd'hui, mais retenez qu'on parle d'un voile blanc hein, au départ, donc vous avez un animal qui vient, le motif c'est le voile blanc ou bleuté, soit le fond d'œil est visible sans opacité, dans ce cas-là c'est une sclérose, vous pouvez prescrire les nutriments, hein, le soutien dont j'ai parlé, et un suivi tous les 6 mois. Si vous avez un voile blanc et que le fond d'œil est flou, vous n'arrivez pas à bien voir le fond d'œil, il est très difficile à voir avec des opacités incomplètes, c'est que la cataracte, c'est qu'il s'agit déjà d'une cataracte, ce n'est pas une sclérose, et cette cataracte est immature, parce que vous voyez encore le fond d'œil. Dans ce cas-là, vous pouvez commencer à proposer la chirurgie si elle est déjà bien installée, avec plus de 95% de bons résultats, et un suivi tous les 6 mois si elle est vraiment trop dégoûtante. Enfin, si le fond d'œil n'est pas visible, l'opacité est complète, il s'agit d'une cataracte, pas d'une sclérose. Dans ce cas-là, c'est une cataracte qui est d'abord mûre, dans ce cas-là, c'est une excellente indication de chirurgie, plus de 95% de résultats, ou hyper mûre, avec une uvite qui est déjà installée. Dans ce cas-là, vous pouvez, si l'uvite n'est pas trop marquée, vous pouvez réaliser une chirurgie, mais avec 70% de bons résultats, en moyenne, hein. Ou alors, si vous ne proposez pas, enfin, si la chirurgie est refusée ou par peur de ce taux relativement bas de bons résultats, vous pouvez aussi proposer le traitement médical. Dans ce cas-là, ce sont des corticoïdes, hein, avec dexaméthasone, qui est instillé en collyre à moyen et long terme, une goutte 2 à 3 fois par jour de collyre à la dexaméthasone. Voilà. En conclusion, et après on passe aux questions. Bien savoir différencier cataracte et sclérose, je crois que je vous ai donné toutes les clés, on pourra y revenir si jamais vous avez des questions. Le traitement médical ou préventif hein, d'une cataracte ou d'une sclérose, mais qui est empirique, hein, donc apprendre avec des pincettes, qui peut être tout de même prescrit. Le traitement chirurgical, qui est le seul qui permet de donner des bons résultats à long terme sur la cataracte, avec la phacoemulsification, qui est cette chirurgie qui donne les meilleurs résultats à l'heure actuelle, avec un taux de 90-95% de réussite si le cas est bien sélectionné. Retenir que plus une cataracte est opérée tôt, meilleur sont les résultats, hein, ça c'est une constante. Hein. Et cette chirurgie qui est toujours un défi, parce qu'on ouvre un œil, donc il y a des risques, je vous ai montré les complications possibles, et face à ça, des progrès qui n'arrêtent pas d'intervenir, avec toujours des nouveautés au niveau des implants. Maintenant, vous voyez comme sur cette image, hein, on a des implants pliables qui permettent de rester sur des toutes petites incisions, des progrès dans les biomatériaux aussi, et puis des appareils de phacoemulsification qui progressent et qui nous permettent d'obtenir voilà, chaque année des meilleurs résultats. Alors, on va passer au quiz habituel avec un ouvrage à gagner d'ophtalmologie féline qui est sorti cette année, qui a un ouvrage dans les 100, qui fait 125 €, et donc qui va être gagné par celui qui va trouver la réponse à ce quiz. Je vais vous mettre une image. Le but, donc c'est une image de cataracte, mais particulière, et le but c'est de me dire quel type de cataracte et quelle espèce. Ok? On y va. Vous êtes prêts? Donc, voici l'image. Donc vous avez un œil, une cataracte ici, vous voyez que c'est blanc. De quoi s'agit-il? Uvite,
Oui, il y a une uvite, mais c'est pas suffisant, je veux en savoir un peu plus. Cataracte héréditaire, non. Cobaye, non. Nucléaire, non. Elle est nucléocorticale. Lapin, cataracte trauma. Cataracte, Sandrine F. Enfin, Sandrine F a trouvé. C'est bien un lapin et c'est bien une cataracte avec un abcès, la voie pyogénique. C'est exactement ça, avec uvite. Donc c'est, je répète, Sandrine F qui a trouvé. Donc vous avez bien ici une cataracte, donc c'est un lapin déjà, une cataracte et un abcès. Vous voyez cet abcès très blanc, et c'est l'uvite avec l'abcès qui a provoqué la cataracte secondaire. D'accord? Et il s'agit d'un cas caractéristique d'abcès dû à un encéphalitosoome cuniculi. Alors, chez le lapin, vous connaissez bien, c'est ces abcès bien particuliers, très blancs, qui provoquent cette uvite chez le lapin et la cataracte secondaire. Voilà. Et sur cette image, pour montrer que ça s'opère très bien. Ce n'est pas le même lapin, mais ça c'est un abcès à encéphalitosoome cuniculi avec cataracte secondaire qui a été opéré. Vous voyez la petite plaie ici de 3 mm. Et ce lapin a pu donc on a pu sauver l'œil en traitant la fois l'abcès et la cataracte. Vous voyez que les milieux sont bien transparents, l'iris est bien net. On a une toute petite déformation pupulaire, mais le résultat est très convenable et ce lapin, je suis depuis plus d'un an à retrouver un œil quasiment parfait. Voilà, donc je vous remercie, c'était un peu dense, mais je voulais vraiment donner le maximum d'informations. Vous pouvez tout trouver en replay, en particulier la vidéo pour ceux qui ont eu un problème avec leur navigateur pour cette vidéo. Je vous invite à la voir, le replay va être disponible dans l'après-midi, vous recevrez un mail par rapport à ça. Et je vais répondre à vos questions, on se donne 5 minutes si vous avez des questions. Alors, est-ce qu'il y a un traitement préventif contre cette cataracte du lapin? Pas vraiment. Hein. Souvent, quand vous les voyez, c'est déjà installé. Il faut, s'il n'y a pas encore la cataracte et que vous n'avez que l'abcès, à ce moment-là, vous traitez l'abcès, l'uvite lié à ce parasite. Et c'est des lapins qu'on met sous panacure pendant plus d'un mois. Voilà, donc panacure et éventuellement chirurgie si l'abcès n'est pas trop gros et s'il y a une cataracte. Merci Ghislaine. Et on me demande le prix moyen de la chirurgie de la cataracte. Alors en fonction des endroits, on va dire que ça va de 1000 à 1500 euros TTC. Et ça peut monter un petit peu plus avec les examens préopératoires. On va dire entre 1000 et 1700 euros TTC pour un œil. Alors on me demande s'il faut opérer en cas de sclérose. Non, en cas de sclérose, on n'opère pas. Tant qu'il n'y a pas de cataracte, on n'opère pas, c'est juste du suivi. Tous les 6 mois, vous suivez votre sclérose. On peut avoir plus tard une cataracte, mais en tout cas, lorsque vous avez une sclérose isolée sans cataracte, vous n'opérez pas, vous suivez tous les 6 mois et vous pouvez éventuellement mettre en place le traitement avec les nutriments dont je vous parlais, en expliquant que ça rentre dans le métabolisme du cristallin et que ça pourrait, je parle au conditionnel à chaque fois, ça pourrait ralentir l'évolution de cette sclérose et cataracte ultérieure. Un chien avec retrait du cristallin peut voir sans implant. Point d'interrogation. Oui, parfois, on ne met pas de cristallin artificiel. Lorsqu'on peut le mettre, on le met. Ça améliore de quelques dixièmes la vision de l'animal, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chiens qu'on ne peut pas implanter pour une raison ou pour une autre, par exemple parce qu'il y a une inflammation, ou parce qu'il y a eu, par exemple, une luxation du cristallin. Quand je vous ai montré la technique d'extraction intracapsulaire, lors de luxation du cristallin, vous ne pouvez pas remplacer. Mais les chiens peuvent voir très correctement, même sans implant. Souvent, ils se cognent plus. Alors, on considère qu'ils sont sûrement hypermétropes, parce qu'ils n'ont plus la convergence grâce au cristallin artificiel, ou à l'ancien cristallin. Mais en tout cas, ils ne se cognent plus et on considère qu'ils voient sûrement moins bien de 0 à 1 mètre. Ils ne peuvent pas focaliser grâce à un cristallin. Mais ils voient bien de 1 mètre à l'infini. Sclérose souvent bilatérale aussi. Oui, c'est quasiment, la sclérose du cristallin est toujours, enfin, tous les cas que j'ai vus et tous ceux qui sont décrits, c'est toujours des scléroses bilatérales.
Quel traitement au long terme en post-chirurgical? On met un traitement anti-inflammatoire, un peu comme lors du traitement antigénique, c'est-à-dire de l'adexaméthasone en collyre, 2 à 3 fois par jour, à moyen ou long terme. Moi, je pars sur un traitement de 3 mois, et après on évalue, soit on arrête au bout de 3 mois, et sur des cas sur lesquels on a peur qu'une uvite latente persiste, on peut maintenir par cure de 8 ou 10 jours par mois à très long terme. Pour échographier l'œil, quel gel de contact mettons? C'est exactement le même gel que celui que vous employez lorsque vous faites des échos abdos ou thoraciques. C'est le même. Et par contre, vous anesthésiez l'œil avec soit de la tétracaïne, soit de la sébésine, il faut lire, c'est-à-dire de l'oxybuprocaïne, de la sébésine. C'est même un petit peu mieux que la tétracaïne parce que c'est moins irritant, mais c'est un peu moins fort que la tétracaïne, mais qui est un peu plus irritant. Voilà. Donc vous avez le choix entre les deux. Y a-t-il une vitesse moyenne? Ça, c'est une question aussi, peut-être tout intéressante, mais c'est une question qui va vous intéresser, je pense. Y a-t-il une vitesse moyenne d'évolution d'une cataracte, tant entre l'apparition et l'uvite? C'est très variable, et cette variabilité est liée souvent à la cause. Ce que vous pouvez retenir, c'est que les plus rapides, ce sont les cataractes diabétiques. Elles évoluent en quelques jours, quelques semaines. Et donc, très vite, vous allez aussi avoir une uvite associée. D'accord? En quelques jours, quelques semaines. Donc, très vite, il faut mettre en place un traitement anti-inflammatoire, essayer d'équilibrer le diabète et les opérer sans trop tarder. D'accord? Avant, on disait qu'il fallait équilibrer le diabète avant d'opérer, et puis on est revenu sur cette notion. Maintenant, on considère que même si le cas n'est pas bien équilibré, il vaut mieux opérer, parce que sinon, si on attend trop, l'œil n'est plus opérable. Donc ça, ce sont les cataractes les plus rapides. Assez rapides, mais moins, en quelques semaines, quelques mois, les cataractes héréditaires. Et les cataractes séniles liées à l'âge qui évoluent, elles, de façon très lente. Hein, c'est plutôt 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur l'échelle de l'année, hein, pour ces cataractes séniles, qui sont souvent très dures, plus difficiles à opérer, qui interviennent entre 10 et 16 ans, un peu comme la sclérose, mais qui évoluent lentement sur plusieurs années. Alors, sur quel numéro réglez-vous l'ophtalmoscope pour voir le cristallin? Alors, vous savez que l'ophtalmoscope, pour voir le fond d'œil, vous mettez à 0. Pour voir le cristallin, vous allez devoir focaliser plus en avant. Donc, vous allez devoir interposer des lentilles, d'accord, sur votre disque de Récos, hein, sur votre ophtalmoscope direct. Et vous allez passer à 10, 15 dioptries pour focaliser sur le cristallin. Fradexam ou présentation humaine en traitement topique? C'est une bonne question. Le Fradexam peut être bien, mais pénètre moins bien. C'est une dexaméthasone qui pénètre moins bien que d'autres dexaméthasones qui sont présentes en humaine, comme le Maxidrol par exemple. Donc c'est lié au sel qui est associé. Donc plutôt préférer le Maxidrol que le Fradexam lorsque vous voulez avoir une action intraoculaire, ce qui est le cas recherché lors de ces uvéites. Voilà, peut-être une ou deux questions. Est-ce qu'il est possible d'opérer la cataracte? Alors là, et est-ce qu'il faut référer en ophtalmo? Ben, ça dépend de votre compétence. Tout dépend de si vous avez le matériel, la compétence. Sinon, si vous ne vous en sentez pas capable, en effet, il est possible de référer. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Tout dépend du matériel que vous avez et de la formation que vous avez eue. Voilà, je crois que préconiser en cas de sécheresse oculaire post-op sur cataracte diabétique implantée? Je dirais que si vous avez une sécheresse post-op, suite à cette chirurgie, il faut la traiter comme toute sécheresse. On va dire c'est le traitement classique d'une KCS. C'est-à-dire que vous pouvez commencer, ça peut être une sécheresse temporaire, hein, qui va durer 1 mois ou 2, secondaire à l'intervention. Lorsqu'on a une inflammation de l'œil, on peut avoir des sécheresses temporaires réversibles. Dans ce cas-là, vous pouvez commencer avec uniquement des larmes artificielles, donc de l'acide hyaluronique, comme Vistial, Unigel, éventuellement Ocrigel. Donc vous lubrifiez votre œil et vous contrôlez 1 mois ou 2 après, vous refaites un test de Schirmer. Si votre KCS, ou votre, disons, sans KCS, si l'insuffisance lacrymale, avec un test de Schirmer bas, persiste à moyen et long terme, dans ce cas-là, vous pouvez
éventuellement prescrire de la cyclosporine en pommade, c'est-à-dire l'Optimum. Merci. Voilà, je crois que il est 14 heures. Je vais vous laisser. Merci en tout cas de votre participation, de toutes vos questions. Bravo Sandrine. Si vous pouvez juste envoyer un mail avec vos coordonnées pour qu'on vous envoie le livre. Merci à tous. Voilà, pour ceux qui sont encore là, sachez que on part avec Noreen Shea et Philippe Limousin pour faire des formations au Cambodge, une semaine du 16 au 24 mars prochain. Il y a encore quelques places, plus beaucoup, mais quelques-unes. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir avec nous. Il y aura donc des conférences ophtalmo, médecine d'ENAC, management, dans un cadre sublime et un pays qui est extraordinaire. Et en plus, avec Noreen Shea qui connaît très bien le pays, donc qui va nous guider. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions, vous pouvez m'en parler. Merci. N'hésitez pas à noter le webinaire, ça nous permet de progresser. Et je vous dis à bientôt, dans 1 ou 2 mois, pour la prochaine conférence. Merci beaucoup. Merci à tous.